FTX aurait dépensé 70 millions de dollars pour les élections de mi-mandat américaines, quelques semaines avant le crash. Autant vous dire que beaucoup de gens se demandaient comment les gros médias américains continuaient à dire, et pourquoi est-ce qu'ils continuaient à dire du bien de Sam Bankman-Fried, malgré l'ingérence complète qui a été constatée dans FTX. Maintenant, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui avaient des raisons de protéger SBF, quoi. Ça rend un petit peu fou parce que on voit quand même le monde du journalisme comme un monde plutôt noble et agnostique. Ouais, il n'a pas réussi à changer le monde. Non, non, il a fait n'importe quoi et il est parti avec l'argent de millions de personnes. Hein. Il n'avait pas de comptable, d'accord? On a regardé la liste de tout ce qu'il n'y avait pas FTX, on a tous ces trucs chez Just Mining et on n'a pas les mêmes budgets. Hein. Puis il a quand même été capable de dire, je parlais beaucoup de charité, de bonne volonté, de bienveillance, alors qu'en fait c'était que du marketing, j'en ai rien à foutre. À partir de là, le mec, il a pas réussi à changer le monde, va te faire enculer quoi. Enfin, j'ai le droit de dire ça sur Twitch? Vous m'entendez encore? Les gars? Non, je plaisante, hein. Alors attendez, là, je viens de voir une connerie. Salut Asher, pourquoi tu fais la pub de Waltio qui promeut l'évasion fiscale? Alors déjà, mon pote, il faut que tu ailles regarder la définition d'évasion fiscale, parce que visiblement, tu n'as pas compris. Déjà, il y a une différence entre évasion et optimisation. Évidemment, tu as une gray zone entre les deux et « Oh là là, le fait de payer moins d'impôts, c'est pas bien ». Non, là, le truc, c'est de te dire que tu peux optimiser ton portefeuille crypto pour ne payer que les impôts que tu dois réellement. D'ailleurs, si tu n'optimises rien du tout, tu te fais déchirer. Hein. Surtout dans notre pays où ça peut vite monter à 50, 60, 70%. Non, là c'est juste dans l'interprétation légale et en fonction de ce que le droit te propose, comment est-ce que tu peux payer tes impôts que sur les différentes choses où tu dois payer ton impôt justement. Je te donne un exemple tout bête. Tu viens d'investir dans les crypto-monnaies et du coup tu échanges ton bitcoin, t'as gagné de l'argent, t'as fait x2, t'es content, tu rééchanges en euros pour acheter de l'Ether. Eh bien une optimisation fiscale va te dire non, ne passe pas par de l'euro, passe par un stablecoin pour ensuite retourner à l'Ether. Le fait que tu ne repasses pas en euros, tu n'as pas à payer de l'impôt sur une plus-value latente. C'est la loi, elle est faite comme ça. Eh bien la différence entre un abruti qui a rien compris du tout et celui qui s'est un tout petit peu renseigné et qui a utilisé la loi, c'est 35% d'impôt. Et pour le coup, la loi le prévoit, hein, c'est comme une enveloppe fiscale qui fait que tant que tu restes en crypto-monnaie, tu n'as pas de double imposition et tu n'as pas en fait ce qu'on appelle une plus-value de cession imposable puisque tu n'es pas retourné à de l'euro. C'est le fait de simplement bien savoir tenir son portefeuille crypto et le fait de ne payer que le nécessaire de ce que tu dois au gouvernement, tout simplement. L'évasion fiscale, c'est quelque chose de grave, hein, c'est vraiment le fait de volontairement mettre tes fonds dans d'autres pays et dans d'autres juridictions ou alors de les cacher, de les dissimuler afin de justement ne pas payer l'impôt que tu dois à ton pays. Ce n'est pas du tout la même chose. Et si j'investis ou si je place mes cryptos sur ces hardware wallets, quels sont les risques persistants pour mon argent? Si je dépose l'argent dessus, que peut-il se passer d'autre? Alors il ne faut pas que je perde les codes, on l'a compris, mais est-ce qu'il y a encore d'autres risques qui méritent aujourd'hui d'être mis en avant, Owen? Le fait non seulement du coup de reprendre le contrôle sur son propre hardware wallet fait qu'il y a toujours un risque. Et le risque va plutôt venir de son comportement, le comportement qu'on va avoir avec son hardware wallet, plutôt qu'un risque de vol. Encore une fois, le hardware wallet protège bien la clé privée, c'est vrai. Mais il y a toujours des ouvertures et toujours des possibilités de rencontrer des problèmes avec ces fonds. Le premier, c'est celui de la sauvegarde. La plupart du temps, on nous donne une petite carte sur laquelle on doit écrire 24 mots, hein, c'est ce qu'on appelle la seed phrase, qui nous permet, si jamais il y a un problème de mise à jour, si la clé se casse ou si on la perd, de régénérer sa clé privée et de la mettre dans une nouvelle clé, par exemple. Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens prennent le réflexe de prendre cette petite carte avec les 24 mots et de le mettre dans la boîte avec la clé. Je vous dis une bêtise, hein, mais il y a un incendie chez soi, quelque chose comme ça, la boîte brûle avec la clé et la sauvegarde. C'est très malin. Et c'est d'autant plus important de le rappeler aujourd'hui puisque Ledger n'a jamais vendu autant d'hardware wallet que le week-end qui a précédé l'affaire FTX. Parce qu'il y a une crise de confiance et les gens du coup commencent à se demander comment sécuriser moi-même mes crypto-monnaies. Tous mes contenus, tous, hein, depuis le premier jour de ma chaîne YouTube, qui ont parlé de comment sécuriser, comment protéger sa crypto-monnaie, ont multiplié par 20 leur audience dans les semaines qui ont suivi le hack de FTX. Les autres risques qu'on peut avoir, c'est également son comportement. Même si la clé privée est sécurisée dans une Ledger, on peut très bien signer une transaction qui est une transaction frauduleuse parce qu'on est sur un mauvais site de finance décentralisée. Je dis une bêtise, Uniswap par exemple, mais avec 3 N, on n'a pas fait attention, c'est pas le vrai site et on signe une mauvaise transaction. On doit rester prudent et c'est pas parce qu'on est sur une Ledger qu'il n'y a plus de prudence à avoir. Encore une fois, on vous demande de mettre un mot de passe. Il s'agirait pas de mettre 0000 sur la Ledger. Vous devez mettre un mot de passe qui fait que naturellement n'importe qui ne pourrait pas le trouver. Et pour finir, le dernier gros point va être le fait que même si on est sur une Ledger, en fonction des protocoles de finance décentralisée qu'on va utiliser, des fois
fois, on va envoyer ces fonds. Si le protocole a une faille, fait défaut, eh bien, on peut tout simplement se retrouver à perdre sa crypto-monnaie, bien qu'à l'origine, sa clé privée se détienne dans la clé. On a eu une discussion cette semaine avec Amixem, on est parti en couille complet. Et on a commencé à avoir des idées d'entreprise, mais des trucs entre stupides et très 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 malins, tu vois. Mais des trucs en mode, moi j'ai eu une idée les gars, j'étais trop fier. J'étais trop fier de mon idée. Imaginez une petite pilule, d'accord? Tu la prends, tu la mets dans les toilettes, ça fait une mousse, et quand tu vas pisser, ça fait aucun bruit. On n'est pas sur le summum du premier rendez-vous. On n'est pas sur le truc qui te permet d'aller aux toilettes tranquille. Ça existe? Putain! Mais déjà, 1, comment ça existe? 2, comment vous savez que ça existe? Vous achetez des pilules pour pas faire de bruit quand vous lâchez un bronze, vous? Ah, c'est terrible! Vous venez de détruire tout, là! Sérieux! Les gars! Non! San7 qui nous dit 44% des réserves de Binance sont en BNB. Si, quand tu dois 1 milliard de dollars, tu regardes la valeur de toute la réserve, ça fait 1 milliard. Là, oui, t'as un risque. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce que je veux te dire, c'est que si tu dois 250 BNB à tes clients et que tu as 250 BNB, il y a un risque de 0, quel que soit le prix. Même si les 250 BNB, c'est 80% de ta réserve. Le but, c'est d'avoir du 1 pour 1. Tu dois 1 gramme d'or, tu as 1 gramme d'or. Le problème, c'est si tu dois 1 gramme d'or et tu dis, ouais, mais moi, j'ai 8 grammes d'argent. Là, t'as un problème. Parce que si t'as une variation des prix entre les deux, peut y avoir un souci. Le fait que 44% des réserves de Binance soient en BNB, si ces réserves sont dues en BNB, c'est pas un problème. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, mais les exchanges qui disent, nous, on doit tant, nous, on a tant, eh bien, naturellement, ça veut tout et rien dire. Si tu détiens quantitativement ce que tu dois, t'as pas de souci. Le problème, c'est quand t'as des exchanges qui commencent à faire des petits trucs et à dire, bon, ben, moi, je dois tant de Bitcoin, c'est pas grave, je les ai pas, mais j'ai l'équivalent en valeur dans mon propre token. Là, tu as des grosses dissonances qui peuvent se faire. Et là, si ton token s'effondre, eh ben, tu peux plus payer et racheter les bitcoins que tu dois. Ça, c'est un problème. Chute de FTX, Sam Bankman-Fried annonce qu'il sera interviewé par le New York Times le 30 novembre, dans 3 jours, les gars. Lors du Dealbook Summit. Ça rend ouf, hein. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord, ok, le complot, c'est le New York Times. Là, les gars, je vous le dis, hein. Je sais que ça peut choquer certaines personnes, moi ça me choque pas, en tout cas, je suis né en Corse, j'ai entendu des histoires de fous furieux, alors voler 30 000 balles à quelqu'un et partir du fait qu'il va pas te choper pour te fumer, c'est impensable pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que une vie humaine dans un pays développé, c'est 20 à 30 000 balles, d'accord? En tout cas, si on en croit les cotations, l'offre et la demande sur le deep web. Quand tu as volé 10 milliards de dollars à des millions de personnes et dans les quelques semaines qui suivent, tu vas faire une conférence à New York, t'es mal les balls du gars, hein. Costaud, hein. Lui, il a vraiment, mais vraiment des coronesses, hein, parce que moi, j'y vais pas, là. Hein. Si t'étais dans GTA, t'as 74 étoiles. Et par je ne sais quel miracle, personne ne t'arrête. Et toi, tu te dis, je vais en centre-ville. Il y a un truc qui rend un petit peu fou quand même dans cet écosystème et qui rappelle un adage qui disait que l'expérience est une lanterne qui n'illumine que son propre chemin. On a beau savoir que les crypto-monnaies, ça a été fait pour qu'on puisse les détenir soi-même, on se rend compte que la plupart des gens déposent leurs crypto-monnaies sur une plateforme d'échange centralisée. Et même si on le sait, même si on nous l'a dit, on doit attendre de vivre des moments horribles comme la chute d'FTX pour se rappeler que ça existe. Et donc c'est horrible parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans cet écosystème, certes par la porte de la spéculation, et qui du coup, par peur et parce qu'ils ont perdu des fonds sur FTX, vont peut-être quitter ce monde-là, alors que les vrais fondamentaux étaient juste derrière et on pouvait bel et bien acheter sur FTX et retirer sa crypto-monnaie pour la détenir. Et c'est là qui fait que malheureusement, quand on vit des moments assez compliqués comme on l'a vécu cette année dans le monde de la crypto-monnaie, c'est quand même des phases d'éducation par lesquelles doivent passer les membres de la communauté pour finalement avoir les bons réflexes. Aux Bahamas, le youtubeur BitBoy Crypto s'est mis en tête de retrouver Sam et d'obtenir des réponses. Alors déjà, très mauvaise idée. Hein. En effet, même si la loi fait pas son travail, etc., quand tu es un multimillionnaire du monde de la crypto-monnaie, je ne juge pas BitBoy, je ne connais pas Ben Armstrong, je ne connais pas son travail, mais toi-même te dire, allez, c'est parti les loulous! On va aux Bahamas, on va trouver Sam. Pas bonne idée. Déjà parce que quand tu sais que normalement la police du monde entier est censée le chercher, que le mec on sait très clairement où il est, il y a personne qui l'arrête, il y a une raison, tu vois. Ensuite, quand tu sais qu'il a financé les plus gros élus politiques de la planète, il y a aussi une raison. Ce que je veux te dire, c'est qu'au mieux tu le trouves, tu lui cries dessus. Hein. Ou alors d'un coup, oh bah pourquoi il fait plus de vidéos, BitBoy? C'est bizarre, il a disparu du jour au lendemain, on sait pas pourquoi. Enfin, quitte à avoir une vraie stratégie et réellement mettre la main sur Sam Bankman, le fait de rendre le procès en mode Twitter live, en mode on va le trouver et tout, c'est tendu. Voilà, c'est vraiment tendu. Si demain Binance tombe, j'ai la vidéo en France sur Binance qui a fait le plus de vues, ce sera ma faute. Hein. Vous savez comment Twitter va m'éclater la tronche, ça fait partie du jeu. Donc je peux comprendre que le mec se soit senti incarné d'une mission en mode je vais aller chercher ça mais il va répondre à mes questions. Mais quitte à être incarné de cette mission, autant payer des professionnels dont c'est le métier avec les moyens que tu as, plutôt que de te dire... je
prends un avion, je vais aux Bahamas, tu vois. J'avance les amis, après la chute d'FTX, on l'a vu tout à l'heure, il y a Binance qui propose un investissement dans voyageurs. Ils ont également investi dans Ngrave. Je voulais vous en parler parce que c'est une boîte dans laquelle j'ai investi au tout départ. Je me suis rapproché du CEO qui s'appelle Ruben, j'aime beaucoup son travail. Et Binance investit, c'est la première fois que Binance investit dans une boîte où je suis au capital, c'est cool, c'est très cool. C'était Asher, j'espère que vous serez présents la semaine prochaine parce que je vous attends au tournant. Je vous aime, ciao tout le monde, au revoir.